Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes lundi midi, lundi 13h30. J'ouvre donc cette nouvelle semaine un tout petit peu frustrée parce que j'aurais beaucoup aimé avancer un peu plus ma lecture en cours qui est Lire de sang d'Octavia Butler. J'ai presque passé la moitié. Je suis à la page 280 et il en fait 470. Donc il me reste un petit peu moins de 200 pages. Je vais l'avancer là après avoir vlogué parce qu'il est très bien. Parce que le personnage de Dana est attachant, parce que ce qu'elle vit est assez fou et qu'on est avec elle. Donc on découvre en fait avec elle. Et comme je vous disais dans le vlog précédent, son mari Kevin la croit puisqu'il la voit disparaître et réapparaître. Donc c'est du fantastique, c'est du dystopique, peut-être dystopique, uchronique peut-être parce qu'on est au temps des esclaves en 1815 dans les États du sud des États-Unis. Donc elle est noire, son mari est blanc et en fait ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné ils vont se retrouver tous les deux à cette époque-là. Lui blanc, elle noire. Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer dans les mentalités de 1815 dans les États du sud des États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, c'est rebondissant, il se passe pas mal de choses, c'est addictif en fait, et du coup j'ai été frustrée vraiment de ne pas avoir eu plus de temps pour le dévorer ce week-end, clairement, parce que demain je dois commencer le Joyce Carol Oates, et je pense que je vais dire à Petit Mog que je le commencerai peut-être plutôt mercredi. De toute façon je l'avais mis jusqu'à dimanche, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je prends les transports mercredi, jeudi et vendredi, il est probable que je l'avance bien déjà sur ces 3 jours-là. Il fait plus de 800 pages, hein. Donc voilà, c'est possible. Samedi, dimanche, je sais que j'ai pas trop de temps pour lire en général, mais c'est possible. Donc voilà pour la lecture en cours que j'espère bien avancer. J'ai reçu 2 colis qui sont là, qui sont pré-ouverts, parce que je pense à ceux qui n'aiment pas les... Voilà. Un premier du Cherche Midi. Alors j'en attends 2, donc ça va dépendre. Il y en a un qui est pour Mars au féminin, je ne vous le montre pas tout de suite. Et un qui est le Hanna Svensson, mais je crois pas, voilà. C'est pas le Hanna Svensson. Donc je le garde pour moi. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Et un qui vient de Hugo. Et je n'attends rien de chez Hugo. Qu'est-ce que c'est? Une magie teintée de poison de Judy Lynn. Oh, la couverture est très belle. Stardust, mais je connais pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très beau. Une magie teintée de poison. Regardez, la couverture est super belle. La tranche est très belle aussi. Quand je regarde mes mains, tout ce à quoi j'arrive à penser, ce sont elles qui ont enterré ma mère. Ning a perdu sa mère. C'est elle qui lui a administré, sans le savoir, un thé venimeux qui lui a été fatal. Et qui pourrait à présent être également mortel pour sa sœur Chou. Un jour, Ning entend qu'une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie de Shenong du royaume. Un art ancestral pour la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions ou encore une arme. Elle traverse alors le pays. Chut! Elle traverse alors le pays pour se rendre à la capitale. Le gagnant recevra une faveur de la princesse. Peut-être l'unique chance pour Ning de sauver sa sœur. Mais entre les trahisons, les machinations politiques et la nouvelle amitié d'un mystérieux jeune homme au lourd secret, Ning devra être vigilante. Le danger semble teinter chacun de ses pas. Alors, c'est le livre du thé, tome 1. Très bien. Merci beaucoup. Il est assez gros. Ah, il y a un glossaire, d'accord, ok. Il fait un peu plus de 400 pages. Et nous avons un glossaire en chinois, probablement. Avec des noms, voilà. Prononciation, nom chinois. Oui, c'est ça, c'est en chinois. Les lieux importants, c'est bien ça. Ingrédients médicinaux chinois mentionnés. Super, très bien. Note de l'autrice, parfait, d'accord, très bien. Stardust, je ne connais rien de Stardust. Ça doit être une... Oui, ça vient de chez Hugo Publishing. Alors, Hugo Stardust. Hugo Young Adult. Je suis pas très Young Adult, mais bon, pourquoi pas. Il sort quand? Il sort le 11 janvier. Après-demain, mercredi, probablement. Eh bien, merci beaucoup. Merci Myriam de Hugo Publishing. Je ne sais pas si ça peut vous tenter. Alors, si c'est du Young Adult, c'est vrai que c'est pas ce vers quoi je tends. Mais ma foi, pourquoi pas. Il est vraiment magnifique, hein. La couverture est très jolie. Très colorée, très belle. Donc voilà, il sort le 11. Et c'est donc un premier tome. Il n'y a pas... non, il n'y a pas. Mais voilà, de chez Stardust. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition, dites-moi si vous connaissez. En fait, l'autrice est installée au Canada
Et donc là, le prix est en euros, c'est 19,95 et il y a en dollars canadiens aussi. Donc je pense que ça doit peut-être sortir, ou c'est peut-être déjà sorti au Canada. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup à Hugo. Il est sorti en 2022, très bien. Et il est sorti aux États-Unis, probablement. Voilà, bon bah super. Merci beaucoup, merci. Il est très beau, voilà. Eh bien écoutez, je vais aller lire. Et je vous reprends sûrement demain. Cet après-midi, Ah oui, si, je vous ai pas dit. Attendez, j'arrive. Je ne vous ai pas parlé de ma lecture audio en cours, qui est Les cendres sous les coquelicots de Sandrine Pitoki, qui est la saga Les rêves de nos mères. C'est le tome 2. Il est beaucoup plus gros, vraiment, que Les rêves de nos mères, puisqu'il fait 600 pages. Le tome 3 sort bientôt. Il sort en tout cas, je ne sais plus quand, mais il sort. Et là, donc, nous sommes en 1914. On retrouve des personnages comme Will, Julia, Emily, Archibald, tout ça, voilà, tous ceux qu'on a suivis dans le tome 1. Sauf que la guerre est enclenchée, il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de séparations, des mariages rapides avant que le mari retourne sur le front. C'est très très bien écrit, historiquement très intéressant aussi, donc je passe un super moment en audio, je l'ai pris sur Kobo, et du coup, bah voilà, ça se passe très bien. Je suis à la page 250, donc pas tout à fait à la moitié, mais c'est très chouette, je suis bien contente, je reprends la voiture ce soir, donc je vais pouvoir l'avancer, ça me plaît bien, et après je reprends pas la voiture du tout, peut-être demain. Oh, rapidos demain, parce que j'ai un rendez-vous. Mais voilà, en tout cas, il fait 12 heures d'écoute, il me reste 8 heures. Et du coup, bah, il sera fini pour sûr à la fin du mois, comme ça je pourrai en prendre un autre. J'aurais bien aimé trouver le Val McDermid, une victime idéale, en audio, mais il n'est pas en audio, donc tant pis pour moi. Je sais pas ce que je prends après. J'en ai plusieurs, hein. J'ai L'homme craie de machin truc Tudor, je ne sais plus, qui est apparemment le livre que Maxime Chatham me recommande, que j'avais acheté ou qu'on m'avait offert, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai encore? Je dois en avoir d'autres dans ma palle qui sont dispo en audio. En tout cas, voilà, si ça peut me permettre de faire baisser ma palle, c'est toujours ça. J'ai actuellement 35 livres dans ma palle. Je suis redescendue. J'avais fait un tri, j'en ai enlevé un ou deux, je crois. Normalement, notamment de Service Presse, qui était là depuis un moment et que j'avais plus envie de lire. Donc voilà, 35, on est bien, Voilà, et bien écoutez, à demain. J'ai même pas pris le temps de vous remercier de nous avoir suivis, Angie et moi, pour le challenge On lit des graphiques. Vous avez été super nombreux à relayer l'info sur Insta. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont fait des réels, des vidéos YouTube. Merci beaucoup, c'est vraiment super gentil. Je pense qu'on refera ça l'an prochain. Enfin, moi, je sais que de toute façon, je commence par Billy Brouillard le premier. Et l'an dernier, j'avais lu quelques graphiques aussi. Donc là, cette année, c'est bon. Alors, j'ai pas lu tout ce que je voulais. J'ai encore dans la tête de Sherlock à lire, mais ça sera plus tard, c'est pas grave. Mais l'an prochain, on peut recommencer. Ça peut être notre challenge de début d'année. C'est chouette parce que je cumule pas beaucoup de graphiques dans l'année. Là, c'est vrai que l'an dernier, j'en ai pas acheté beaucoup. Mais comme ça, moi, je sais que j'ai une période pour les lire. Donc ça, c'est top. Voilà. Le petit point orchidée, eh ben écoutez, il se passe pas grand chose, voilà, ça pousse toujours par là, hein. Ça pousse toujours par là aussi. Héloïse et The Jungle m'a dit qu'elles étaient en bonne santé. Celle-là, elle a des petites racines pas très cool, voilà, pas trop vertes, mais bon, je laisse comme ça. Je les arrose, je leur fais prendre un petit bain une fois par semaine, et ma foi, personne n'est mort encore, donc je m'estime contente. Et mon fils a également fait du jardinage à l'école et la maîtresse nous a donné une petite jacinthe. Alors elle était dans de l'eau à la base, dans une petite bouteille, donc elle a fait des racines et là on l'a mise dans la terre et là elle pousse, oui c'est trop chou. Voilà, on a une petite jacinthe à la maison, donc on essaie de bien l'arroser tous les 2-3 jours pour qu'elle ait toujours de l'eau et je vous montrerai sa progression, mais ma foi ça se passe plutôt bien. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi après-midi et je me suis fait un petit thé dans mon mug collector de Mag, que vous connaissez maintenant, puisque Mag a choisi mes 3 auteurs préférés pour mon mug. C'est le thé de Angie qu'elle m'avait offert pour... on l'avait eu toutes les 3 d'ailleurs avec le gang. Le comptoir de Mathilde, c'est un thé, je sais plus, vanille, noisette, enfin bref, c'est une tuerie. C'est un thé de Noël, et je le garde précieusement, il ne me reste pas beaucoup. Mais il est tellement bon, il sent tellement bon, mais là il est tellement chaud que je vais attendre un petit peu. Donc, j'ai fini hier Lien de sang d'Octavia Butler, c'était très intéressant.
C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très belle expérience de lecture, en sachant que ce livre a été écrit en 79, qu'il se passe en 76 et en 1815, 19, tout ça, pendant la période de l'esclavage aux États-Unis, avec une personne noire qui s'appelle Dana, je vous en ai déjà parlé. Et on suit également Rufus en 1815. Enfin, Dana va retrouver Rufus au fur et à mesure de ses voyages dans le temps. Elle a vraiment un lien filial, ancestral avec ce petit garçon, qui va grandir aussi au fur et à mesure. C'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé quelques longueurs quand même qui m'ont fait tourner les pages parfois un peu vite, j'avoue. Mais voilà, c'est intéressant. Et en même temps, la fin est bien, mais je suis partagée entre le fait qu'elle aurait pu aller plus vite, ou elle aurait pu beaucoup plus développer en fait. Parce qu'il y a des passages qui vont très vite de transition, et d'autres passages qui sont lents et qui auraient besoin d'aller plus vite. Donc bon, je suis partagée, c'était vraiment une bonne lecture. Je suis très contente d'avoir découvert La plume de Octavia Butler. C'est bien traduit et c'est un roman assez visionnaire quand même. Bon, voilà, elle est écrivaine visionnaire, référence de l'afroféminisme américain. Plusieurs fois lauréate du prix Hugo de la nouvelle et du prix Nebula, a été distinguée du prix Genius de la Fondation MacArthur Grant. Voilà, elle est décédée à 59 ans en 2006. Et c'est vrai que c'est assez visionnaire quoi d'écrire un bouquin comme ça en 79. Donc c'était très très enrichissant comme lecture. Je suis bien contente. Merci à, je crois que c'est B pour bouquin, d'en avoir parlé dans un live. C'est elle qui est venue me voir en MP en me disant « Oh, je suis contente, c'est moi qui t'avais recommandé le livre. » Et effectivement, merci beaucoup parce que c'est grâce à toi que je l'ai lu. Donc c'était très bien. J'ai essayé le livre des martyrs américains de Joyce Carol Oates. Je l'ai essayé avec Petit Mog, du coup en lecture commune, on l'a attaqué, alors elle hier, dans la journée, moi hier soir, sur le trajet du retour, et on est donc dans un pavé de 860 pages, 900 pages, sur les États-Unis avec les pro-vie et les pro-avortement. Sujet très délicat, très actuel, déjà traité dans le Douglas Kennedy, Tous les hommes ont peur de la lumière, que j'ai adoré, vraiment adoré, très court, 250 pages, très efficace. Là, on est dans un discours, je l'ai en numérique, donc tout ça je ne vous montre pas là, on est dans un discours vraiment hyper pro-vie, très religieux, très entêté, très dérangeant parce que diamétralement opposé à mes idées et aux idées de beaucoup de personnes, j'imagine. Hyper intéressant, je pense, parce que à mon avis, Joyce Carol Oates a mis les deux pieds dans le plat là-dedans. Elle s'est hyper bien renseignée, c'est très immersif, trop réel. Donc on a tourné les pages avec Petit Mog et puis on se dit non, waouh, c'est un peu plombant comme truc. Et puis au bout de, je sais pas, je sais plus, elle est allée jusqu'à la page 80, 90 je crois. Moi sur ma liseuse j'ai lu 6%, ce qui est pas grand chose. Ça doit équivaloir à une quarantaine ou cinquantaine de pages. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de lire ce genre de choses sur 800 pages? Non. Après il y a d'autres personnages qui prennent, il y a un autre personnage qui prend la parole, mais cet autre personnage est un médecin avorteur. J'ai pas très envie de ça, hein, clairement, donc j'ai fait, écoute, j'ai pas envie. Petit Mog m'a dit, moi non plus, on l'a reposé. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est mon père. On l'a reposé et puis on s'est dit, bah, pas une prochaine en fait, on va pas le lire, voilà. Donc j'ai essayé Joyce Carol Oates, mais je pense que je réessayerai pour sûr, parce que c'est pas le bon bouquin. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard, demain matin, je pense. Nous sommes donc jeudi matin et je voulais vous parler de ma lecture que j'avais commencé hier, à savoir Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, j'ai lu George Orwell dans la dèche à Londres et à Paris. Effectivement, George Orwell a été dans la dèche à Londres et à Paris. C'est son histoire, c'est un récit autobiographique qui est sorti, oulala, dans les années 20, je crois, 33, pardon. Donc, il s'appelle Eric Blair, il a publié sous le nom de George Orwell. Je suis à la page 132, il en fait 280, et ma foi, c'est très intéressant. Alors bon, ah non, 290, j'ai rien dit. On en parle de toutes ces pages blanches, à la fin. C'est quand, en fait, ils font imprimer un livre avec tant de pages, et qu'en fait, toutes les pages ne sont pas imprimées. Et du coup, il y a plein de pages blanches. Bon, c'est pas grave, je pourrais prendre des notes, mais je ne le ferai pas. Donc, on est avec George Orwell. Là, je suis encore à Paris avec lui. Et en fait, il écrit en 1920 ce qui se passe dans les rues de Paris et l'ambiance à Paris en 1920 avec les pauvres, ceux qui sont dans la misère, les très très pauvres. Et lui-même galère parce qu'il a écrit... Alors, il donne des cours d'anglais. Donc, il gagne 36 francs par semaine. On parle encore en anciens francs. Hein.
Je crois que c'est pas grand chose. Et il se retrouve comme ça, un peu sans le sou, à être hébergé dans un hôtel, donc à payer sa chambre à la semaine. Il est payé à la semaine et il paye sa chambre à la semaine. Et je crois que c'était comme ça un petit peu que ça se passait en France, en tout cas à Paris. Donc c'est marrant de voir qu'à l'époque, on vivait pas, alors pas au jour le jour, mais presque, mais on vivait à la semaine. C'est pas comme nous où on pense, par exemple, au loyer à la fin du mois, aux impôts à la fin du mois ou à la fin de l'année. Non, c'était plus à la semaine en fait. Donc c'est un peu flippant de voir qu'ils avaient une échéance à court terme en fait de leur vie, dans ce cas-là, de se dire comment je vais manger demain, comment je vais manger la semaine prochaine, comment je vais bosser, est-ce que je vais réussir à trouver du travail. Ça devait être très angoissant et très difficile à vivre, j'imagine. Et à un moment donné, George Orwell se retrouve avec 6 francs par jour pour vivre à Paris. Voilà, je vous laisse imaginer le désastre qui peut se passer quand on habite dans une grande ville comme ça, vraiment sans boulot, ou presque, à manger du pain et de l'eau tous les 2 jours, des fois, et ça devait être vraiment, vraiment difficile. Donc George Orwell a connu la misère à Paris, et visiblement à Londres aussi, j'y suis pas encore, mais il a enquêté aussi à Londres, enfin il a enquêté. Il a vécu à Londres aussi, et je ne sais pas, il n'y a pas de partie en fait, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va aller à Londres, mais voilà. Donc il nous décrit un petit peu la vie parisienne, il nous décrit ses amis qui sont aussi un petit peu sans le sou, il y en a qui se trouvent des boulots de plongeur, de maître d'hôtel, de chemisier, enfin pas chemisier, chiffonnier, voilà. Il y a plein de métiers comme ça qui gagnent pas grand chose, mais qui gagnent pour survivre, et c'est vraiment, c'est très bien écrit, et c'est super intéressant. J'ai pas... Si j'avais marqué une petite page en haut, toute petite. Voilà, c'est le premier chapitre. Il dit: le sujet de ce livre, c'est la misère, et c'est dans ce quartier lépreux que j'en ai pour la première fois fait l'expérience. D'abord comme une leçon de choses dispensées par des individus menant des vies plus impossibles les unes que les autres, puis comme trame vécue de ma propre existence. C'est pour cela que je m'efforce de planter au mieux le décor. Il parle de quelque chose qu'il a vécu, et c'est très très intéressant. Ça, je le rapproche, comme je vous l'avais dit dans un vlog précédent, de Jack London. Bref, vous voyez ce que je veux dire, parce que je vous l'avais présenté, c'est pas la peste écarlate, c'est le Paris d'en bas, non, le Londres d'en bas, le peuple d'en bas, où Jack London a vécu dans les années 1910, dans les bas-fonds de Londres. Il s'est déguisé en fait en clochard, et il a interrogé les personnes pour voir un petit peu comment ils vivaient. Lui n'était pas sans le sou, il n'a pas vécu pauvrement en fait, mais il a cherché des témoignages comme ça, de personnes qui vivaient dans la misère, pour essayer d'être au plus près de ces gens-là, pour retranscrire aux personnes qui n'étaient pas au courant de ces conditions de vie, voilà comment ça se passe dans les bas-fonds de Londres. Regardez le peuple d'en bas qui crève de faim, et occupez-vous-en en fait. Et c'est très intéressant, et là Orwell, il s'occupe de ça dans les années 20. Et en fait, il y a écrit dans le résumé: en exposant ce monde saisissant auparavant caché à ses lecteurs, Orwell a donné pour la première fois un visage humain aux statistiques de la pauvreté, et ce faisant a trouvé sa voie en tant qu'écrivain. Du coup, je ne sais pas si c'est vrai, parce que Jack London l'a fait 10 ou 20 ans avant, à Londres. Donc, voilà, je pense qu'Orwell, c'est pas le premier. Après, il était vraiment, lui, pour le coup, dans la misère. Hein. Jack London ne l'était pas. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Je vous conseille les deux. Je vous conseille le peuple d'en bas, parce que il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres avec Jack London, c'est très intéressant. Mais là, avec Orwell, on est vraiment dans le vrai. Il y a un petit côté Zola, en fait. Un peu le Paris sale, avec les cafards dans les hôtels, avec les vêtements sales, la crasse, tout ça. Enfin, c'est un peu le Paris de Zola, même si on est dans 1920, donc c'est un peu plus tard. Mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je vais pas dire qu'il est passé inaperçu, mais quand on parle de Orwell, on parle de La ferme des animaux et de 1984. Le reste, c'est un peu passé à la trappe. Et celui-là est vraiment intéressant. Il est court et je vous le recommande vraiment. Donc je l'aurais fini peut-être aujourd'hui. Là, je vais prendre le métro, il faut que j'aille marcher Saint-Pierre. Et cet après-midi, je vais bosser en métro et RER. Donc si je réussis à le lire, 150 pages, ouais, c'est possible. Après, il est assez dense, donc je prends mon temps. Je suis un petit peu prise du nez. Donc je parle du nez. Si je le finis pas aujourd'hui, je le finirai demain. Ce n'est pas grave du tout, parce que je suis en avance sur mon planning, puisque le prochain livre qui est prévu en lecture, c'est Une saison pour les ombres de R.J. Ellory, et qui est prévu pour lundi. Donc je suis hyper large sur mon planning. Je pourrais avancer, bien sûr,
mon livre audio, Les cendres sous les coquelicots. Je pourrais avancer le livre des Sœurs Brontë, les lettres, les correspondances, la lettre choisie. Je pourrais avancer Des filles brillantes, que je vois qui est dans ma palle, là, ce magnifique livre rose que j'avais tenté de reprendre. Je pourrais avancer quoi d'autre? Le corps des femmes, qui est sur ma table de nuit, qui est ma lecture du soir, que je reprends à peu près une fois par mois, pour lire 3 pages. Je pourrais lire L'art subtil de s'en foutre, que j'avais emprunté à la médiathèque, que je voulais aussi mettre sur la table de chevet. Mais comme il se passe beaucoup de choses dans ma tête en vitesse grand V, tout peut arriver. Je peux prendre un autre petit livre de ma palle qui n'avait rien à voir. Je peux prendre un livre de ma palle de février à mettre en janvier. Je peux lire Amish Macbeth, parce que je veux lire Amish Macbeth. Je peux lire Je vois Magritte et Georgette, mais je vais peut-être le prendre en audio. Et puis voilà, donc je ne sais pas trop ce que je vais lire après celui-là. Soit je commence peut-être, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être prendre vraiment de l'avance sur mon planning et commencer le RJ et Laurie dès que j'aurai terminé celui-là. Comme ça, j'avance mon planning. Et j'ai casé une victime idéale de Val McDermid à la fin du mois parce que j'avais déjà 4 jours de blanc dans mon planning. Et ça tombe très bien parce que je la vois pas au Quai du Polar, mais je l'avais acheté au Quai du Polar et je voulais vider ma palle de Quai du Polar avant le prochain du Quai du Polar qui est le 31 mars. C'est pas tout de suite, mais au moins comme ça sera fait puisque février c'est plein. Mars au féminin c'est plein et après c'est le Quai du Polar. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous emmène à Paris. Non, vous avez déjà vu le Sacré-Cœur avec moi, je vais pas refilmer le Sacré-Cœur. Mais voilà, je vais au marché Saint-Pierre, 9h15, ah j'ai le temps. Eh ben je vais lire un petit peu peut-être, je vais me faire un thé et lire un petit peu. Et puis je vous retrouverai demain, je pense demain. Je suis rentrée chez moi, je vais vous reprendre 2 petites minutes car j'ai reçu 2 petits paquets, un de chez Pocket et un des éditions du Rocher. J'avais reçu récemment l'histoire de la Tour Eiffel là aux éditions du Rocher, je vous avais montré ça dans le vlog précédent ou précédent. Et là, les éditions du Rocher m'envoient Le mur de l'Atlantique de Olivia Rossantera. Donc aux éditions du Rocher, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle collection comme ça un peu poche qui sort. J'ai pas de poche, non j'ai pas de poche, mais j'ai lien de sang qui a un grand format et vous voyez que bon, c'est un peu plus grand qu'un poche, mais c'est un peu plus petit qu'un grand format. Il est court, il fait, oh là là, il fait moins de 200 pages, dis donc il fait 170 pages. Il sort aujourd'hui, il sort hier, on est le 12 janvier, il est sorti hier. À 16,50 € quand même. Et donc, nous sommes où? La narratrice qui vit à Londres passe une semaine de vacances chez ses parents en Charente-Maritime. Ça, je connais. Une dernière fois, elle veut se rendre dans la maison tout juste vendue de sa grand-mère. Cette ultime visite et ce bref séjour au bord de l'Atlantique la ramènent sur les chemins de l'enfance. Elle tourne les pages des albums photos de famille, se souvient de son grand-père Valentino, immigré italien, maçon et ouvrier agricole, de la quête d'un vieux fort réputé impénétrable, de l'estuaire du fleuve tout au bout des marées. Sans oublier cet horizon sauvage, l'île Madame. Le récit d'une infinie élégance a le charme d'une balade balnéaire. Les époques se mêlent avec délicatesse, reprennent la vie et nous restituent le plus précieux des parfums, celui du temps suspendu. Et bien ça a l'air vachement bien. Ça a l'air vachement bien parce que ça me tente bien. Et que j'ai passé 20 étés de ma vie sur l'île d'Oléron. Donc la Charente je connais et ma foi, pourquoi pas. Je vais peut-être le rajouter dans ma palle. Je vais peut-être le rajouter dans la palle, mais ça veut dire qu'il faut que je le programme. Ah, alors ça pourrait être pas mal pour l'été, ça, par exemple. Un petit bouquin pour l'été, je pourrais me le programmer en juillet. Trop bien, merci beaucoup les éditions du Rocher. C'est une belle idée. Et qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Elle a publié un autre essai, Des femmes admirables, portrait acide, et 2 romans aux éditions Serge Safran. Ok, d'accord, je la connais pas du tout. Mais merci beaucoup. Merci les éditions du Rocher. Et réception Pocket. J'avais demandé un livre, je ne sais pas si c'est ça. Ce n'est pas ça. Barbara Abel, Les Fêlures. Ça, je l'ai vu passer par contre. Donc il est sorti, il sort en poche. Quand... Ah bah il n'y a rien. On n'a pas de date. Donc on oublie les dates, mesdemoiselles. Emmanuel et Camille, bon. C'est pas grave. Je pense qu'il doit sortir là prochainement. Barbara Abel, Les Fêlures. Je l'avais vu à Brive. Je sais que... Qui l'a acheté Les Fêlures? C'est Mag? Je sais plus où. Tatane. Elles l'ont acheté. Moi, j'avais lu Derrière la haine il y a bien longtemps. J'avais pas trouvé ça dingue.
Mais j'avais lu que ça, et à l'époque je lisais très très peu de thrillers, donc je n'avais pas de recul sur ce genre littéraire. J'enlève mon sachet de thé de ma tasse, je vais goûter un petit peu. Je m'étais dit déjà qu'il faudrait que je retente cette autrice. Et puis j'ai pas eu l'occasion. Donc là, peut-être que ça sera l'occasion. Les fêlures, ça parle de quoi? Martin et Roxane ont 20 ans. Ils forment un couple fusionnel auquel tout semble sourire. Mais un matin, on les retrouve ensemble dans leur lit, suicidés. Contre toute attente, Roxane est ranimée. Martin, non. La jeune femme va devoir s'expliquer devant ses proches, ceux de Martin, et bientôt devant la police, car ce suicide en partie raté a tous les traits du meurtre parfait. Oh, ça a l'air bien. Que savons-nous réellement de ce qui se passe au sein du couple, d'un couple, au sein d'une famille? Que savons-nous des fêlures de chacun? Mais ça a l'air trop bien. Ça m'arrange pas du tout. Il fait 460 pages. Ça ne m'arrange pas du tout. Ah! Ça craint. Elle a écrit, voilà, moi j'ai lu Derrière la haine, il y avait Après la fin, L'innocence des bourreaux, Je sais pas, Je t'aime et Les vivants autour, Les fêlures. Je sais que Caroline Valla l'a adoré. J'ai bien envie de me le mettre dans la palle aussi. Voilà, merci beaucoup. Non, merci Pocket, vraiment, c'est très gentil. Et merci aux éditions du Rocher. Voilà, et je vais peut-être me programmer tout ça. Je vais me programmer l'autre en... alors, j'ai pas ouvert encore mon planning de juillet, hein, soyons pas non plus trop pressés. J'ai déjà ouvert mon planning de mai et bien rempli mon planning de mai. On est en janvier, mais juillet attendra un petit peu. Mais Les fêlures de Barbara Appel. 460 pages quand même, hein, donc faut les caser, peut-être en avril. En mai, c'est le mois de la saga, donc j'ai casé plein de sagas Cozy Mystery. Ou en février, si j'ai de la place. Bon, allez, je bois mon petit thé et je déleste mon cerveau d'informations. Je vais essayer de me détendre un petit peu par rapport à tout ça et de ne pas me mettre la pression. Nous sommes vendredi matin. Je vous reprends pour vous dire que j'ai terminé Dans la Dèche à Paris et à Londres de George Orwell, qui était très très intéressant. J'ai renoté un passage... Enfin, j'ai corné un bout de passage, mais voilà, c'était là. Pas du tout, si. Bref, j'ai essayé de corner une page. Malheureusement, je ne la retrouve pas. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et à la fin, le tout dernier chapitre, il nous parle en fait de la morale de cette histoire, un petit peu, la conclusion de cette expérience. Il dit « Je tiens toutefois à souligner 2 ou 3 choses que m'a définitivement enseigné mon expérience de la pauvreté. Jamais plus je ne considérerai tous les cheminots comme des vauriens et des poivreaux. Jamais plus je ne m'attarderai à ce qu'un mendiant me témoigne sa gratitude lorsque je lui aurai glissé une pièce. Jamais plus je ne m'étonnerai que les chômeurs manquent d'énergie. Jamais plus je ne verserai la moindre obole à l'armée du salut, ni ne mettrai mes habits en gage, ni ne refuserai un prospectus qu'on me tend, ni ne m'attablerai en salivant par avance dans un grand restaurant. Ceci pour commencer. C'est voilà, c'est la fin. Ça spoile rien, mais voilà, ça vous raconte un petit peu tout son recul en fait par rapport à cette expérience-là. Il a vécu dans la misère à Paris et à Londres. Londres arrive à la page 170, je crois, à peu près, donc une centaine de pages avant la fin. Et en fait, il part. En fait, la différence, c'est qu'à Paris, il loge dans un hôtel. Où il paye à la semaine, et à Londres il loge dans un asile où il paye à la nuit, et toutes les nuits, enfin il paye pas mais il faut trouver un asile de nuit, et tous les jours c'est la galère pour trouver où est-ce qu'on va dormir ce soir, c'est très très intéressant, je vous le recommande encore une fois très très fortement. Donc voilà, George Orwell, et j'ai commencé hier Une saison pour les ombres de R.J. et Laurie, le dernier qui est sorti là le 5 janvier, et j'ai déjà lu 48 pages, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors on dit que c'est un nouveau Seul le silence. J'en sais rien. Je veux pas trop relire la 4e de couve. On est avec Jack. On est au Canada. Pas du tout. Non, en fait, au début, on n'est pas au Canada. On est dans une ville. Et Jack est contacté parce que son frère a fait des conneries. Et il doit retourner... il doit le voir. Donc, il va retourner un petit peu en arrière dans son passé. Et son frère et lui et sa sœur et ses parents ont vécu à Jasperville, au Canada. Et on est en 72 quand on retourne dans le passé et on va découvrir l'histoire de Jack et de sa famille. Je ne sais pas pourquoi ça fait penser à Seul le silence, peut-être que Jack est un personnage effectivement qu'on va découvrir au fur et à mesure, un petit peu comme Joseph dans Seul le silence, mais Joseph quoi, Joseph tu peux pas tester. Une fois que tu as découvert Joseph, tu veux plus rien connaître d'autre dans ce genre d'histoire, mais voilà, Joseph, il faut découvrir Joseph. Donc voilà,
Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est bien écrit, c'est prenant. On est dans des descriptions assez sombres. Hein. On est dans un roman noir pour moi. On n'est pas dans un thriller encore. Il y a peut-être des meurtres. Je crois qu'il y a des meurtres. Il y a des meurtres. Donc, on verra après pour la suite. Je vais avoir pas mal de temps pour lire aujourd'hui. Ce midi, bah là, alors là j'ai un petit cours de pilates à 10h30 en Zoom que je prends. Ensuite, je prends les transports pour aller bosser, donc lecture. Je rentre en transport, donc lecture. Ce soir, je vais à mon club de lecture, donc lecture dans les transports, aller et retour. Ça serait vraiment trop chouette si je pouvais avancer jusqu'à la page 200. Parce que si j'avance à la page 200, ça veut dire que j'ai passé la moitié du bouquin. Et ça, ce serait chouette. Voilà, chapitre 28. Si je pouvais arriver là, franchement, ça serait nickel. Comme ça me laisse samedi, dimanche, lundi pour le lire. Et je devais commencer celui-là lundi, en fait, mais j'ai vraiment de l'avance sur le planning. Donc, je devais commencer aussi les 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille de Coralie Collier, qui est sur ma liseuse qu'elle m'avait envoyé en numérique. Je le lis avec Angie de Madame Chachali à partir de vendredi 20. Voilà. Donc entre lundi et vendredi, j'ai une place. Donc j'ai casé Une victime idéale de Val McDermid. Enfin, je vais pouvoir le lire. Ça fait presque un an que je l'ai acheté au Quai du Polar et ça tombe très bien parce que ça sera le dernier achat du Quai du Polar à sortir de ma palle. Et c'est parfait. Donc je suis plutôt satisfaite de mon organisation en ce moment. Et en parlant avec Mag avant-hier, je ne sais plus, hier, je vais peut-être essayer de faire des plannings de lecture, mais genre de l'année, en me casant 4 livres de ma palle. Et en laissant de la place pour le reste, pour les achats impulsifs, les réceptions qui n'étaient pas prévues, que j'avais oubliées. Je sais qu'en mai, je vais lire le Virginie Grimaldi. Je sais qu'en juillet, il va y avoir la rentrée littéraire. Mais me caser dans le planning, tous les mois, 4 bouquins de ma palle que je sors. Et je serai contente de les lire parce qu'ils ont été là, ils ont été prévus, programmés et ils me font envie. Et enfin, ils sont programmés. Et ça ne me blinde pas le mois puisque je laisse de la place pour le reste des lectures. 4 livres, c'est pas beaucoup pour moi. J'en lis 8, entre 8 et 10 par mois. Des fois plus quand j'ai vraiment du temps. Mais voilà, 4, ça me fait une moitié de mois. En sachant qu'il y a quand même des pavés qui méritent plus de temps de lecture que d'autres. Mais c'est complètement possible. Donc j'ai mon mois de la saga qui est le mois de mai. Le mois de la saga organisé par Estelle et Laurie, qui est bon, pas plein, mais il commence à sacrément bien se remplir, où je veux continuer les sagas Cosy Mystery. Le mois de juin, pour l'instant j'ai rien, mais il faudra quand même que je regarde la palle de Saint-Maur en poche, parce que j'aimerais bien quand même lire 2-3 bouquins achetés à Saint-Maur. Qu'est-ce que j'ai acheté à Saint-Maur en juin? Ah bah c'est bien. Il me reste le Carnaval des ombres de R.J. et Laurie et le Syndrome du canal carpien de John Boyne. Et ben je vais peut-être me caser le John Boyne en juin. Ça serait pas mal parce que... Qu'est-ce que j'avais acheté? Nos âmes au diable, c'est lu. La part du démon, c'est lu. De fièvre et de sang, c'est lu. Trop bien. Trop contente. Voilà. Je vais me préparer pour mon petit cours. Et puis je vous reprends alors soit ce soir... Soit je filme un petit peu le club de lecture peut-être, soit sinon demain je conclurai le vlog ce week-end. Et puis je pourrai vous reparler un petit peu du R.J. et Laurie. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi matin, je viens conclure ce vlog, cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous avez pu voir hier quelques petites images de mon club de lecture. On était à l'Ours et la Vieille Grille, qui est un restaurant-librairie que je ne connaissais pas du tout, parce que c'est Place Monge et que c'est pas vraiment mon quartier. C'est pas très loin du Renard Doré. C'est une très chouette librairie avec plein de maisons d'édition que je ne connais pas, d'auteurs que je ne connais pas. Donc c'est très intéressant, je pense qu'on y retournera.
C'était chouette, on a parlé de plein de bouquins. On était très nombreux, mais on va essayer de réitérer ça. Voilà, moi j'ai déjà un autre club de lecture, enfin moi je participe à pas mal de choses, hein, mais c'est toujours chouette de rencontrer des personnes. Bon, je les connais déjà, mais là c'était vraiment cool. Donc voilà, vous avez vu ma petite Jacinthe, enfin la Jacinthe de mon fils, qui a bien poussé, elle est trop belle, elle est rose en plus, mon fils adore le rose, donc c'est parfait. Et elle va être toute belle, on va bien l'arroser, elle va grandir, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Voilà, j'ai pu avancer RJ et Laurie, une saison pour les ombres. Regardez où j'en suis. À la moitié. J'avais dit page 200, chapitre 28. Je suis page 200, chapitre 28. Je suis trop contente. C'est trop bien. Il a vraiment l'art de développer ses personnages, de nous provoquer beaucoup d'émotions pour ses personnages. On est donc avec Jack qui va retourner sur les pas de son passé à Jasperville parce que son frère a presque tué quelqu'un et l'a laissé pour mort. Il va essayer de comprendre pourquoi, et en fait les chapitres sont alternés entre le présent, donc Jack qui fait le retour, qui fait le voyage à Jasperville, et son passé, pour découvrir justement l'histoire de Jack, sa famille, et tous les malheurs qu'il a pu avoir autour de sa famille. C'est terrible. J'en ai parlé à l'auteur, j'ai dit non, c'est très très sombre, c'est très... je suis très triste en fait pour Jack parce qu'il vit beaucoup de choses assez affreuses et effectivement il y a un petit côté seul le silence parce que tous les 2 chapitres on découvre qu'il y a une jeune fille qui décède, qui meurt, qui est tuée et on ne sait pas par qui parce que c'est très violent comme mort. On pense que c'est un loup, que c'est un ours, que c'est la ville qui est hantée, qui a tué ces jeunes filles. Et puis un lien avec la famille de Jack, bien sûr, c'est très intéressant, vraiment, c'est top, je passe un très bon moment. C'est pas un thriller, c'est un roman noir. Ça prend son temps, mais en même temps, il se passe des choses, on découvre la vie, ça coule tout seul, quoi. C'est vraiment hyper agréable. Donc je vais l'avancer ce week-end, et puis je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Je pense que je le terminerai lundi. Si j'ai le temps, je l'avance aujourd'hui. Demain, alors demain soir je suis toute seule à la maison, je vais pouvoir l'avancer, mais voilà, je vous en reparlerai mieux dans le prochain vlog. En tout cas, je vous le conseille déjà parce que c'est RJ et Laurie qui écrit très bien et qui développe très bien ses personnages, et on s'attache. Alors on met un peu de temps à s'attacher aux personnages parce qu'au début ça peut paraître un petit peu distant, l'écriture prend son temps, mais au fur et à mesure, quand on découvre des éléments de l'histoire de Jack et de ses disparitions, enfin de ses meurtres, on se rend compte finalement qu'on a déjà avancé de plusieurs dizaines de pages et qu'on est déjà attaché au personnage avec un S, et à l'histoire, et à cette ville, et à ce mystère autour de cette ville. C'est vraiment top. Voilà, donc je vous le recommande déjà, même si je ne suis qu'à la moitié. Je pense que ça sera un très bon bouquin, une très bonne lecture. J'ai reçu hier 2 réceptions de chez Pocket, 2 sélections du prix Polar, Nouvelle Voix du Polar Pocket. Alors l'an dernier c'est Mathieu Le Cerf qui a gagné avec La Part du Démon, et là cette année c'est la sélection Sur les rails de Julien Hervieux, que j'ai déjà en grand format, donc je vais peut-être faire gagner, que je n'ai pas encore lu, mais ça me tentait bien. Alors, pour quelques millions d'euros, combien d'années serez-vous prêt à passer en prison? Sam, lui, a tranché. Pour cet ancien directeur marketing, la cocaïne n'est qu'un marché comme les autres, et l'illégalité ne lui fait pas peur. Malik, pour sa part, est plus circonspect. Bien que récemment mis sur la touche, le petit dealer connaît bien la cité. Et ce Babtou, en costume-cravate, veut lui apprendre son trafic, business plan à l'appui, packaging, storytelling. En appliquant à la poudre les méthodes du capitalisme, ce duo mal assorti se lance bientôt dans la bataille du rail. Voilà, ça vient de sortir chez Pocket. Il n'est pas très long, hein. Il fait moins de 300 pages. Et Fille de Lilith de Sarah Blau. J'aime beaucoup la couverture, je trouve très gothique. Et là, on est pareil dans un roman de moins de 300 pages. Alors, je ne connais pas du tout par contre. L'universitaire, Dina Kaminer est retrouvée assassinée chez elle à Tel Aviv, son corps placé au centre d'une mise en scène particulièrement macabre. Sur son front, le mot « maman » a été gravé, et entre ses mains, un poupon de plastique a été collé à la glu. Bientôt d'autres victimes suivent. Sheila Heller, spécialiste de la Bible, connaît ces femmes, et si la police voit en elle une potentielle suspecte, Sheila, quant à elle, sait qu'elle pourrait bien être la prochaine victime. Je pense qu'il y a un peu religion, hein, Lilith, tout ça. Démons et tout. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Il était publié chez Presse de la Cité, d'accord, donc je ne l'ai pas vu passer du tout. Voilà, pour 2 réceptions Pocket en lice pour le prix Nouvelle Voix du Polar.
Voilà, je vais m'arrêter là et je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Passez un très bon week-end, une très bonne journée, une bonne soirée et puis à bientôt.